Le plan de la présentation, donc on va revenir sur le cadre du nouveau programme, une présentation du coup de l'action clé 1 et des sous-actions qui la composent, les modalités de dépôt et du coup les ressources à votre disposition. Donc le nouveau programme, il est vraiment en continuité avec la précédente programmation. On retrouve les principales grandes thématiques, mais avec des attentes renforcées de la part de la Commission européenne. La Commission souhaite vraiment insister notamment sur l'inclusion des publics les plus éloignés, sur la participation des jeunes et sur la qualité de l'impact et des résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très attendu par la Commission. On note vraiment une volonté de leur part de mieux capitaliser, de mieux partager les impacts et les résultats des projets que le programme finance. Donc, ce nouveau programme, c'est un programme qui se veut aussi plus vert et plus digital. C'est en partie lié à l'actualité, hein, évidemment. Et cette fois encore, puisque c'était déjà le cas en 2014, Erasmus+ voit son budget augmenter. Et donc, ces chiffres confirment aussi l'investissement des États membres dans la jeunesse. Et ce n'est pas rien, surtout en ce moment. Donc, pour information, pour l'année 2021, l'Agence française Jeunesse disposera d'un budget de 20 millions. Donc, il y aura 8 millions dédiés à l'action clé 1 et 12 millions dédiés à l'action clé 2. Donc là, je vous propose de rentrer dans les opportunités donc de l'action clé 1 jeunesse. Alors, on a 3 sous-actions. 2 qui sont dédiées aux jeunes et une qui est plutôt tournée vers les acteurs de jeunesse. Alors, j'utilise le terme acteur et c'est celui que l'agence utilise depuis plusieurs années déjà, bien que le guide mentionne travailleurs de jeunesse. Les acteurs de jeunesse, c'est aussi les bénévoles et donc ça colle plus à notre réalité. Donc, c'est un choix voilà, de terminologie que l'agence a décidé de faire. Donc, sur ces 3 sous-actions, il y en a 2 qui existaient déjà dans l'ancien programme et une nouvelle, donc la participation des jeunes, qui apparaît avec cette nouvelle programmation et qui s'inscrit notamment dans le cadre du dialogue structuré. Donc, globalement, cette nouvelle action clé 1 cherche à renforcer la participation des jeunes et des acteurs de jeunesse en insistant sur leur rôle pour alimenter les sujets qui les concernent. Donc, on va rentrer dans un peu plus de détails dans chacune de ces sous-actions. Alors, cette diapositive, je ne vais pas m'attarder dessus. L'idée, c'est que, comme je vous le disais, on va vous envoyer cette présentation à l'issue du webinaire. C'est plutôt vous rappeler un petit peu quels sont les publics donc, concernés par cette action clé 1 et vous donner aussi un peu de terminologie puisqu'on a des termes qui ne sont pas forcément identiques à ceux qui existaient dans la précédente programmation. Donc, c'était intéressant pour nous de vous remettre ces détails-là. Mais donc, du coup, voilà, je ne vous en dis pas plus. Elle sera à disposition et si ça appelle des questions, évidemment, je resterai à votre disposition pour clarifier certains points. Donc, pour les échanges de jeunes, donc ça, c'est une action qui est reconduite, qui existait déjà dans la précédente programmation. Donc, les échanges, ça permet à des jeunes de différents pays de se rencontrer autour d'une expérience de mobilité, donc à visée éducative. Hein. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que c'est des opportunités qui permettent aux jeunes à travers un programme d'activité aussi détaillé, de monter en compétences et de découvrir des compétences et des savoir-faire autres, de vivre ensemble aussi. Enfin, c'est vraiment basé, un échange de jeunes sur l'apport du vivre ensemble. La durée aussi des échanges qui est relativement courte puisque ça peut durer de 5 à 21 jours. Et puis la typologie, du coup, c'est des mobilités collectives. Ça facilite grandement la participation des jeunes qui ont moins d'opportunités, les plus éloignés de la mobilité. Du coup, ce format court et collectif va vraiment permettre de toucher des jeunes qui sont naturellement éloignés de la mobilité. Les échanges de jeunes, ça permet aussi aux participants, donc je vous disais, d'acquérir des compétences, mais de découvrir donc des sujets aussi et des thèmes en lien avec les priorités européennes et pas que, de découvrir de nouvelles cultures, des habitudes aussi, des styles de vie, essentiellement grâce donc à l'apprentissage par les pairs, du coup ce que j'évoquais à l'instant. Les activités d'échange de jeunes, ça permet de renforcer des valeurs telles que la solidarité, la démocratie, aussi grâce à la participation active des jeunes à toutes les étapes du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très important dans un échange de jeunes, c'est impliquer le jeune à toutes les étapes du projet. Donc, dès l'identification aussi du sujet ou de la thématique d'intérêt commun jusqu'à la dernière étape aussi
d'évaluation, comment on transfère aussi ce qu'on a appris, auprès de qui. Voilà, l'idée, c'est vraiment de remettre le jeune au centre aussi des décisions prises pour monter les actions. Donc, les échanges de jeunes, ça se finance beaucoup via des lignes budgétaires financées par forfait. Donc, vous pourrez vous référer au guide du programme pour avoir des montants précis, puisqu'ils dépendent généralement du lieu de réalisation et du nombre de participants. En tout cas, une grande nouveauté, c'est dans le forfait voyage, donc le soutien en voyage. Vous voyez à l'écran, on a une ligne voyage classique donc qui dépend de la distance. Donc, on a un calculateur officiel qui vous permet de mettre une ville de départ et une ville d'arrivée et du coup de savoir quelle tranche kilométrique est celle que vous devez utiliser. Et on va avoir aussi un forfait voyage vert. L'idée, c'est d'utiliser des voyages moins impactants. Alors, pour votre réalité en Outre-mer, ça n'a pas beaucoup de sens puisque les transports moins impactants, on va notamment penser au train. Vous, effectivement, si vous souhaitez organiser une mobilité avec des pays donc d'Europe continentale, ça va être assez compliqué d'utiliser le train, on est bien d'accord. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de garder en tête qu'il y a une opportunité d'avoir une ligne voyage autre qui favorise l'utilisation de moyens de transport moins impactants et le forfait voyage vert est un peu bonifié par rapport au forfait voyage classique pour inciter les participants à choisir cette option. Ensuite, on a 2 lignes. Alors, je vais les aborder ensemble, le soutien organisationnel et le soutien individuel. Dans l'ancienne programmation, on avait une ligne dédiée au soutien organisationnel, au coût d'activité. Alors, bien que le programme soit la fin de l'ancien programme soit assez récente, j'ai déjà oublié la bonne terminologie, mais l'idée, c'est que nous avions un seul forfait qui incluait à la fois les coûts d'activité, l'hébergement et la restauration. Là, la commission a pris le parti de créer 2 lignes budgétaires, donc une qui sera dédiée à tous les coûts d'activité, donc c'est un forfait par participant, et une ligne qui va être dédiée plutôt à l'hébergement et à la restauration et qui sera là à la fois liée au nombre de participants, mais également à la durée de l'activité. Ensuite, on va avoir, et ça c'est également une nouveauté, le soutien à l'inclusion. Alors, il y a deux entrées pour ce soutien à l'inclusion. Il y a un forfait, donc pour le coup, là, c'est 100 € par participant. Et donc, c'est selon la situation du jeune. Et donc, ce sera alloué donc pour permettre des préparations renforcées, par exemple, ou la mise en place d'ateliers spécifiques en amont pour préparer au départ ou au suivi du retour, le cas échéant. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter les mobilités et les apprentissages des jeunes avec moins d'opportunités. Et donc ça, c'est sur la partie forfaitaire. Et ensuite, on a la partie coût réel. Alors, les coûts réels, ils vont être à demander sur devis. Donc, dans les 2 cas, il faudra effectivement justifier et expliquer pourquoi on demande des frais dans cette ligne budgétaire. Donc, tout est à motiver dans la demande de subvention. Mais donc, sur les frais réels, la partie soutien à l'inclusion frais réels, on va demander des devis. Donc, ça sous-entend de faire appel à un prestataire aussi. L'idée étant que l'objet de la dépense n'entre pas dans les missions habituelles de l'organisation porteuse ou de ses partenaires. Donc, on va par exemple pouvoir prendre en charge la location d'un véhicule spécifique pour les jeunes en situation de handicap, par exemple. On avait par le passé, dans l'ancienne programmation, une ligne besoins exceptionnels que nous n'avons plus. Et donc, les frais qui peuvent permettre la participation aussi donc des jeunes en situation de handicap se fera via les coûts exceptionnels. Et enfin, on a un forfait visite de préparation. Ah oui, juste sur les forfaits soutien à l'inclusion, il y a la possibilité de cumuler les 2 forfaits. Enfin, les 2 forfaits, ce n'est pas des forfaits, le forfait et les coûts réels, donc les 2 modalités de financement. Donc, les coûts exceptionnels, j'allais les oublier. On est donc sur la base de prise en charge de visa, de vaccins, donc sur frais réels, et la prise en compte de frais de voyage élevés. Donc, la commission, si la tranche kilométrique le forfait lié à la tranche kilométrique qui vous concerne ne couvre pas au moins 70% du coût réel de votre billet, vous pouvez, via les coûts exceptionnels, faire une demande de donc jusqu'à 80% en fait, des frais réels du billet d'avion.
Donc là, pareil, il faut pouvoir fournir un devis pour expliquer que le forfait couvre 70% ou moins de la réalité du frais réel et demander jusqu'à 80% du frais réel dans la ligne coût exceptionnel. Et donc là, le dernier forfait, visite de préparation, on est sur un forfait par participant qui va inclure à la fois le voyage et les frais de subsistance. Ensuite, on a la deuxième sous-action dédiée aux jeunes, c'est donc la participation des jeunes. Donc ça, c'est la nouvelle sous-action. L'objectif de cette action, c'est d'offrir aux jeunes l'opportunité de contribuer, d'alimenter des sujets et ou des politiques publiques qui les concernent, en menant en direct ou avec l'aide d'une structure différents types d'activités. Donc, ça veut dire que soit ces activités peuvent être portées par des groupes informels de jeunes, soit être portées par une structure qui aide un groupe de jeunes à mettre en place ces activités. On attend que ces activités accompagnent le développement ou le renforcement de la participation active des jeunes dans leur rôle de citoyen. J'évoquais tout à l'heure, en présentant rapidement les 3 actions, que cette sous-action était aussi très liée avec la méthode de dialogue structuré. Donc, on a vraiment aussi cette idée de pouvoir permettre des rencontres entre des jeunes aussi et des décideurs. On peut réaliser des activités au niveau national ou transnational. Mais dans les 2 cas, on attend que ces activités de participation des jeunes aient une dimension européenne. Donc, ce sera par le sujet traité, le sujet abordé, par exemple. Et ces activités peuvent prendre des formes très diverses. Il faut garder en tête, j'aime bien la présenter, cette activité, comme une boîte à outils. Le format est assez flexible, les financements également, donc on va le voir après. Et donc, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, vous allez pouvoir avoir des formats très divers. Donc, on va pouvoir financer des ateliers, des jeux de rôle, de simulation, pourquoi pas des campagnes de sensibilisation, des formations, donc des rencontres entre jeunes et décideurs, des événements d'information. Donc voilà, il y a plein de formats possibles. On peut mixer de certains formats également. On peut aborder des sujets très variés. Donc ces activités de participation sont particulièrement adaptées pour travailler de manière thématique, donc sur l'inclusion, la diversité dans la société, la lutte contre les stéréotypes, favoriser aussi la compréhension, la tolérance, la non-discrimination. Donc voilà, il y a une multitude de thématiques possibles et donc des formats extrêmement flexibles. Et donc, je vais vous montrer le budget. Alors, il faut garder en tête que les financements ne peuvent pas dépasser 60 000 €. Donc, c'est ce qui est affiché en rouge. Et après, on a donc des lignes budgétaires qui vont financer le projet de base. Donc, le projet de participation des jeunes. Donc là, on va disposer donc d'une ligne pour la mise en œuvre du projet de participation. Donc, le porteur, ça peut être du coup un groupe informel de jeunes ou une structure. Et donc, il y a un forfait mensuel dédié. Le projet peut durer de 3 à 24 mois. Donc, en fonction de la durée, il y a le forfait qui est appliqué par mois. Après, on a des frais de coaching qui peuvent être demandés, notamment dans le cas où le projet est porté par un groupe informel de jeunes. Donc, on peut financer jusqu'à 12 jours de coaching. Donc, il n'y a pas de lien avec la durée du projet, puisque le projet peut durer jusqu'à 24 mois. Vous pouvez tout à fait utiliser 12 jours de coaching pour un projet qui dure 4 mois, comme pour un projet qui en durerait 20. Par contre, c'est toujours à développer et à expliquer dans la demande de subvention pourquoi on a besoin de 12 jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs coachs suivant les besoins. Donc, on pourrait avoir un coach pour accompagner à la gestion de projet et puis un coach pour venir apporter peut-être une expertise spécifique. Voilà, donc on peut avoir des profils de coachs différents, voilà, en fonction des besoins qu'on aurait. Enfin, le soutien à l'inclusion. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté dans les échanges de jeunes. Simplement, sur cette étape-là, ce n'est pas la partie forfaitaire, on est vraiment sur la partie coût réel. Donc, sur des dépenses à motiver et du coup, pour lesquelles vous devrez fournir un devis en faisant appel à un prestataire qui n'entre pas dans des missions habituelles de l'organisation. Donc, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la location éventuellement d'un véhicule pour favoriser la participation de jeunes en situation de handicap. Les coûts exceptionnels à ce niveau-là, ça n'inclut
que les frais liés au visa, au vaccin. Voilà, ça n'inclut pas la partie sur du coup les frais de voyage élevés. Et donc ça, c'est la partie un peu de base du financement. Et donc, soit pour monter un projet de participation des jeunes, des porteurs de projets ne demanderont que cette partie-là, soit après, il y a 2 autres entrées qui pourront être utilisées. On va avoir la possibilité d'organiser des événements dans le cadre de nos projets, donc des événements qui seraient de type conférence ou colloque. Et là, il y a un forfait par participant. Donc, c'est hors membre du partenariat puisque du coup, on a le forfait gestion de projet. Mais du coup, vous pouvez tout à fait organiser un ou plusieurs événements durant votre projet, donc pour venir voilà, enrichir éventuellement le sujet que vous abordez durant ce projet. Donc voilà, ça peut être des événements, donc c'est des événements en présentiel, donc du type, voilà, je le disais, conférence ou colloque. Et vous pouvez également avoir des activités de mobilité. Donc là encore, organiser par exemple une mobilité transnationale pour enrichir le sujet et avoir un apport additionnel d'autres jeunes, donc de différents pays, d'un ou de plusieurs pays, pour venir voilà, enrichir aussi les réflexions autour de tel ou tel aspect, tel ou tel sujet traité. Donc là, sur le système de financement, c'est très semblable à ce que je vous ai présenté dans l'échange de jeunes. Donc, on retrouve les lignes budgétaires voyage avec les 2 options, donc classique et voyage vert, donc moins impactant et donc liés aux distances, des forfaits organisationnels liés au coût d'activité et des forfaits individuels liés du coup plutôt à l'hébergement et la restauration. Des forfaits inclusion, donc là, c'est le forfait à 100 € pour des actions voilà, d'accompagnement renforcé, donc en amont de la mobilité, voilà, vraiment pour faciliter les mobilités et l'apprentissage donc, des jeunes avec moins d'opportunités. Et là, les coûts exceptionnels dédiés aux frais de voyage élevés. Donc là, par contre, dans cette rubrique, les coûts exceptionnels ne vont concerner que le soutien aux frais de voyage élevés. Donc voilà, c'est en ça que cette sous-action est un peu une petite boîte à outils qui permet au porteur de construire son propre projet en fonction de ses besoins, donc avec le projet de participation de base, financé avec les gestions de projet, et la possibilité d'organiser un événement ou pas, d'organiser une mobilité ou plusieurs ou pas de mobilité, enfin vraiment voilà, d'aller en fonction de la durée aussi du projet et de ce que vous souhaitez en fait développer, utiliser ces différentes lignes. Donc là, je vous ai présenté les 2 sous-actions dédiées aux jeunes et je vais maintenant vous présenter les activités de mobilité des acteurs de jeunesse, donc dédiées évidemment, comme le nom l'indique, aux acteurs de jeunesse. Donc ces activités, elles ont pour objectif de soutenir la montée en compétences des acteurs de jeunesse en permettant de découvrir d'autres approches, des pratiques, de se former aussi à un niveau européen. Et les bénéfices de ces activités vont également contribuer au développement des pratiques locales de travail de jeunesse. Donc, ça aura forcément, tout ce qui va être développé et acquis par les acteurs de jeunesse pendant ces mobilités aura forcément un impact sur leur travail avec les jeunes avec lesquels ils travaillent, donc leur travail au quotidien. Et l'ensemble, de toute façon, doit permettre aussi une meilleure reconnaissance du travail de jeunesse, donc au niveau national et au niveau européen. C'est vrai que de pouvoir partager, se former, confronter des pratiques, ça permet aussi voilà, d'améliorer la reconnaissance et le travail de jeunesse au niveau européen. Les compétences acquises par les acteurs de jeunesse, donc je l'ai évoqué un petit peu en début de présentation, devront être aussi utilisables auprès des jeunes. Enfin, l'idée, c'est vraiment, à travers cette sous-action, d'aider et de permettre aux acteurs de jeunesse de s'outiller, de se former, dans l'idée derrière d'améliorer aussi la qualité des projets de jeunes et la qualité de l'accompagnement que ces acteurs de jeunesse vont délivrer au public jeune, qui est le public principal en fait du programme Erasmus+. Donc on arrive vraiment en soutien pour développer les compétences des personnes qui vont accompagner et travailler auprès du public jeune. Et la nouveauté assez intéressante et qui répond aussi à cette envie de la Commission d'accès et de renforcer l'impact des projets et l'impact des résultats des projets,
c'est l'opportunité du coup d'avoir des financements complémentaires. Donc, les activités de mobilité d'acteurs de jeunesse, elles vont être du type séminaire, formation, visite d'études, enfin ce qui existait déjà dans la précédente programmation et qui s'intitule maintenant développement professionnel. Donc, c'est des projets de développement. Ah non, alors en anglais, PDA, c'est Professional Development Activity. Donc, c'est des activités de développement professionnel. Donc, en français, ADP. Donc ça, on est vraiment sur le classique. Et du coup, pour renforcer l'impact, on va avoir la possibilité, alors ce n'est pas obligatoire, c'est selon les besoins, d'avoir des financements complémentaires pour renforcer donc l'impact, mais ça doit être des activités complémentaires qui vont aller au-delà de la diffusion et du suivi qui font partie du cycle de vie normal du projet. On va vraiment attendre de ces activités complémentaires qu'elles aillent et qu'elles permettent une diffusion plus ciblée et plus stratégique aussi pour toucher un public plus large. Et donc, voilà, ça illustre vraiment cette volonté de la commission, donc évoquée en début de présentation, de renforcer l'impact et le résultat des projets. Donc, on a les mobilités d'acteurs de jeunesse, séminaires, formations, observations en situation de travail. Donc, quand une personne va observer comment son partenaire travaille sur telle thématique parce qu'il a une expertise particulière. Donc, la visite d'études, c'est on va visiter différentes structures de jeunesse dans un territoire pour comprendre aussi comment le travail de jeunesse le maillage du travail de jeunesse et comment ça se met en place dans tel ou tel pays. Et après, voilà, la possibilité, si on le souhaite, de faire appel à des financements complémentaires pour voilà, vraiment permettre de partager aussi auprès du plus grand nombre les résultats des projets financés dans le cadre de cette sous-action. Et donc, les financements. Donc sur les activités donc de développement professionnel, on est vraiment sur voilà, le même mécanisme que celui présenté pour les échanges de jeunes et pour les activités de mobilité des projets de participation. Donc le soutien au voyage, le soutien organisationnel et individuel, le soutien à l'inclusion. Donc là, vraiment comme sur les échanges de jeunes, on va pouvoir mixer le forfait et des coûts réels. Alors, le forfait, là, on est sur des acteurs jeunesse. Donc, normalement, il accompagne, enfin, il facilite la mobilité et l'apprentissage des jeunes avec moins d'opportunités. Mais je pense que ce que la commission a en tête, c'est aussi de pouvoir peut-être permettre à des acteurs jeunesse qui n'ont jamais pu partir en mobilité, de pouvoir avoir peut-être des temps de préparation en amont. Voilà. Donc, il y a quand même des opportunités et des possibilités à utiliser via cette ligne budgétaire. Les coûts exceptionnels, on va être vraiment sur les mêmes typologies de dépenses éligibles, c'est-à-dire les visas, les vaccins et les frais de voyage élevés. Donc, avec le même système, il faudra justifier sur devis que le forfait kilométrique ne couvre pas un minimum 70% de vos frais réels de voyage et donc pouvoir utiliser cette ligne coût exceptionnel pour faire une demande jusqu'à 80% des frais réels. Et enfin, les activités... Ah oui, on a la visite de préparation, excusez-moi. Donc là, pareil, on est sur un forfait par participant, donc 575 € qui couvre voyage et frais de subsistance, donc hébergement et restauration. Et ensuite, on a donc les activités complémentaires. Les activités complémentaires, il y a deux moyens de financement. Donc, on a des coûts directs liés à la mise en place du coût des activités. Donc là, on va être pareil sur des frais à justifier sur facture et éventuellement donc à justifier dans le narratif et pour certaines typologies de dépenses, pourquoi pas sur devis. Et après, des coûts indirects. Donc, les coûts indirects, ils vont peut-être plutôt venir en appui sur les frais administratifs et dans la limite de 7%. Donc, l'idée globale, c'est qu'une fois qu'on a additionné les coûts directs et les coûts indirects, le total qui sera donc des deux typologies additionnées, le total qui sera accordé représentera 80% de ce qu'on aura estimé là en mélangeant, en additionnant coûts réels et coûts indirects. Donc, coûts réels directs et coûts indirects.
pareil, tout ce qui est éligible dans les coûts indirects est mentionné dans le guide du programme, donc à la fin. Et si vous avez besoin de plus de précision, je vous invite à me recontacter aussi sans problème. On va arriver aux modalités de dépôt. Alors, les modalités de dépôt donc dans le nouveau programme. Alors, une des grandes nouveautés pour cette nouvelle programmation, c'est l'apparition d'une accréditation pour l'action clé 1. Donc, pour accéder au fonds des 3 sous-actions que je viens de vous présenter, on a 2 voies d'accès via des appels à projets classiques. Donc, il y a 2 dates annuelles. Donc là, la prochaine est en mai et la suivante sera en octobre, ou via l'accréditation. L'accréditation, elle se fait en amont donc d'une date de dépôt liée plutôt au budget. Donc, par exemple, là, on a lancé la première campagne l'an dernier. On a accrédité une dizaine de structures en 2020 et ces structures accréditées auront accès à la demande budgétaire annuelle 2021. Cette demande annuelle 2021, elle ne concerne que les échanges de jeunes et la mobilité d'acteurs de jeunesse. Mais à partir, normalement, dès 2021, les accréditations qui seront donc déposées en 2021 et qui permettront du coup de pouvoir émarger à la demande budgétaire annuelle 2022 incluront également normalement des activités de participation des jeunes. Donc l'accréditation 2021, on a volontairement choisi de développer très peu l'accréditation pour cette première année aussi puisque on a besoin de découvrir aussi un peu le système de financement. Donc là, on est vraiment sur une phase un peu test, d'où le petit volume. Les structures qui sont accréditées ne peuvent pas émarger aux 2 dates annuelles. Elles peuvent être par contre partenaires de projets portés par des structures qui ne sont pas accréditées. Par contre, voilà, on a différencié, on a un budget dédié aux structures qui sont accréditées et qui donc font une demande budgétaire annuelle. Donc, c'est un projet un peu simplifié puisque l'accréditation aura déjà, elle, détaillé tout le cadre du projet pluriannuel et ensuite un budget dédié aux appels à projets annuels classiques, du coup, aux 2 dates. Et pour information, on a ventilé le budget cette année pour 2021 en proposant, donc on a 15% du budget dédié aux structures accréditées, il me semble, 12 ou 15%, et le reste donc pour les appels à projets classiques, dont la ventilation sera 40% pour la première date, donc en mai, et 60% pour la deuxième date. Pourquoi? Parce qu'on a encore beaucoup de structures qui ont des stocks de mobilité non réalisés à cause de la pandémie et que voilà, l'idée, c'est de ne pas continuer à créer du stock dans des proportions trop importantes. Donc, on a décidé voilà, de ventiler un petit peu différemment. Après, on serait peut-être voilà, plutôt sur une répartition égale entre les 2 dates. En tout cas, l'accréditation, ça sera une opportunité pour une structure de planifier son action sur le long terme, notamment en prévoyant des activités qui viendraient enrichir son travail quotidien. Donc, c'est vraiment un moment en quoi les activités de mobilité viennent enrichir aussi le travail de ma structure et le développement de ma structure. Et donc, voilà, comment on se projette sur le long terme. La taille de la structure n'a pas d'importance. On va regarder la capacité de mise en œuvre, du coup, en fonction effectivement de la taille et des personnes qui composent la structure et le nombre de projets de mobilité, la volumétrie demandée dans les demandes, dans l'accréditation. Mais sinon, effectivement, on n'attend pas que des structures de grande envergure sur l'accréditation. C'est ouvert à tout le monde. Après, on aura des accréditations avec, voilà, qui comporteront peu de projets de mobilité et d'autres plus en fonction, voilà, là aussi peut-être de la taille de la structure. Pour pouvoir émarger à l'accréditation, il faut être une structure qui existe depuis au moins 2 ans. C'est à peu près un des seuls critères. Ensuite, on vous présente là les actions portées par l'Agence Jeunesse et Sport et donc les dates de dépôt qui correspondent à chacune de ces actions. L'action clé 1 et l'action clé 2 sont des actions qui sont gérées au niveau des agences nationales, donc en décentralisé, alors que les actions sport sont des actions gérées par l'agence exécutive à Bruxelles en centralisé. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas la gestion des fonds en direct. Par contre,
on a des collègues qui font de l'accompagnement sur les actions sport pour aider les structures françaises à émarger donc, dans les trois actions qui sont mentionnées à l'écran. Du coup, les horaires de dépôt sont différents. Pour le sport, c'est 17 heures, alors que pour le K1 et K2, c'est 12 heures. On parle d'horaires à Bruxelles, hein. Donc ça, c'est important de bien le garder en tête. Du coup, c'est les horaires bruxellois. Les dates sont différentes en fonction de l'action clé 1 ou de l'action clé 2. Du coup, vous avez des petites différences de date de dépôt. Les projets, du coup, pour l'action clé 1 qui serait déposée le 11 mai, ça permettrait donc de financer des projets qui commenceraient au plus tôt à partir du 1er août 2021 et qui commenceraient au plus tard le 31 décembre 2021. Donc ça, c'est la période pendant laquelle le projet doit démarrer. Et après, on a donc pour la deuxième date de l'année, donc le 5 octobre, on aura des projets qui pourront commencer au plus tôt le 1er janvier 2022 et commencer au plus tard le 31 mai 2022. Donc ça, voilà, une fois que vous commencez votre projet, les projets durent de 3 à 24 mois. Donc voilà, et il faut démarrer les projets dans la période que je viens de vous indiquer. Toutes ces informations-là sont évidemment dans le guide du programme. Un autre élément assez intéressant dans cette nouvelle programmation, c'est la mise en place d'une plateforme unique dédiée au cycle de vie des projets. Donc là, on a une plateforme qui va être utilisée à la fois sur Erasmus et sur le CES pour différentes fonctions. Différentes étapes du cycle de vie du projet. Donc, notamment pour enregistrer son organisation ou s'enregistrer en tant que représentant d'un groupe informel de jeunes et obtenir son code OID. Alors, j'imagine que c'est familier pour tout le monde, mais au cas où, pour pouvoir émarger dans une action Erasmus+, ou Corps européen de solidarité, il faut obligatoirement en amont s'être enregistré donc, sur cette plateforme pour obtenir un code OID. Donc, c'est un code d'identification qui sera nécessaire pour compléter une demande de subvention donc dans le cadre d'Erasmus+, ou du Corps européen de solidarité. Et du coup, pour être validé, puisque les agences nationales doivent valider les comptes OID, les informations, parce que quand vous créez votre compte, vous allez déclarer tout un nombre d'informations, donc de contacts, adresses, etc. Vous devrez joindre un certain nombre de documents qui viendront attester les données renseignées, donc des documents officiels type statut, fiche INSEE, etc. Et pour les groupes informels de jeunes, ce serait par exemple la pièce d'identité du jeune pour attester de l'âge, par exemple. Donc, la plateforme, elle permet de s'enregistrer pour obtenir son code OID et ensuite pouvoir faire une demande de subvention. Ensuite, on va pouvoir du coup se rendre dans les demandes de subvention. Et donc, cette même plateforme va vous permettre, via l'onglet Opportunités, d'accéder à la fois au programme CES et au programme Erasmus+. Donc, normalement, vous avez une page du coup en amont de celle qui est à l'écran qui vous permet de choisir le programme, donc Corps européen de solidarité ou Erasmus+. Et là, dans Erasmus+, vous avez toutes les opportunités offertes par le programme. Donc, pour rappel, le programme Erasmus+, en France, est porté par 2 agences, une à Bordeaux qui gère tout le volet éducation et formation, donc tout le champ formel, et l'agence pour laquelle moi je travaille, basée au sein de l'agence du service civique, qui va gérer le volet jeunesse et être un relais sur les actions sport, du coup centralisées à Bruxelles. Donc d'où le nom Erasmus+, jeunesse et sport. Et donc voilà, pour nous, nos opportunités jeunesse, évidemment, faudra cliquer sur la rubrique jeunesse. Et après, vous aurez accès aux actions clés, du coup à tous les formulaires des opportunités jeunesse qui sont ouvertes, donc notamment pour l'action clé 1, les échanges de jeunes, la mobilité des acteurs de jeunesse et la participation des jeunes. Et pour les structures accréditées, on aura également l'accès aux formulaires de demande de financement annuel. Vous allez aussi retrouver du coup les formulaires d'action clé 2 qui figuraient du coup tout à l'heure dans le tableau des dates de dépôt. Là, ce que vous voyez, c'est qu'on a des formulaires dédiés par sous-action, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait un formulaire commun pour les échanges de jeunes et la mobilité d'acteurs de jeunesse. Ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, ça permettait de pouvoir aussi mélanger des typologies d'activités.
Ça va être le cas via l'accréditation. On va pouvoir faire des demandes pour des échanges de jeunes, des mobilités d'acteurs et à terme aussi des projets de participation des jeunes. Si vous passez par la voie des dates de dépôt classiques, vous ne pourrez pas donc avoir un formulaire unique pour mélanger en fait différentes sous-actions. Il faudra émarger dans les différentes sous-actions en question. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez des projets liés, par exemple un échange de jeunes et une mobilité d'acteurs de jeunesse, à préciser et à contextualiser les choses dans vos demandes de subvention. Comme ça, et à nous informer aussi en amont pour que nous, on puisse faire le relais auprès des personnes qui vont expertiser les demandes de subvention pour peut-être faire lire les demandes ensemble et voilà, permettre aussi à l'évaluateur de comprendre l'articulation entre les actions qui seraient soumises. Par contre, vous pouvez tout à fait, dans un formulaire d'échange de jeunes, avoir plusieurs échanges ou dans un formulaire de mobilité d'acteurs, avoir plusieurs mobilités d'acteurs. Par contre, pour la participation des jeunes, vous aurez un projet de participation des jeunes et là, la possibilité d'avoir une ou plusieurs événements ou mobilités dans cette action-là. Ce qui est à retenir aussi, c'est que les formulaires en ligne sont bien plus intuitifs. Ils facilitent vraiment le montage de projets. Donc, on retrouve vraiment les 4 grandes étapes du coup de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi. Et chaque item, du coup, est très important pour la notation. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tout renseigner avec précision, puisque dans l'évaluation, toutes les rubriques doivent avoir aussi la moyenne. On attend une qualité globale sur l'ensemble du projet et pas sur certains aspects uniquement. Donc, on pourrait avoir des projets qui ont des notes hautes, mais qui ne seraient pas financés parce que sur une rubrique, ils n'auraient pas la moyenne, puisqu'elle aurait été peut-être un peu délaissée et pas suffisamment développée. En tout cas, en complément du coup de ce nouveau formulaire qui finalement, je trouve, devient presque un peu un outil du coup de montage de projet, puisque du coup, dans la rédaction, vous allez vraiment retrouver la partie besoin objectif du projet, dynamique et pertinence du partenariat, tout ce qui touche à la mise en œuvre et ensuite toute la partie d'impact, de dissémination et de résultats. Vous allez avoir prochainement en ligne sur notre blog des fiches d'aide à la lecture du guide, donc qui seront en français, parce que pour le moment, le guide du programme n'est qu'en anglais et il sera traduit par la commission dans les prochaines semaines. En tout cas, nous, on est en train de finaliser des fiches d'aide à la lecture qui donc, seront publiées prochainement et qui pourront revenir sur ces aspects qualitatifs notamment. Et donc, les ressources, puisque les fiches actions sont des ressources. Aujourd'hui, à vos dispositions, vous avez le guide du programme, donc pour le moment en anglais et bientôt en français. La commission a également développé 2 documents qui sont assez intéressants, puisqu'en plus, ils sont illustrés avec des captures d'écran. Vous avez un outil avec toutes les étapes de la candidature, donc vraiment expliquer pas à pas comment on candidate, et un document d'accompagnement à la complétude de la demande de financement. Donc, quand vous êtes vraiment à l'étape de la demande, voilà, comment ça se passe et comment vous êtes accompagné et comment vous êtes sûr que vous avez bien renseigné toutes les parties. En plus, évidemment, pour vous accompagner, il y en a parmi nous à l'instant qui nous écoutent, des correspondants régionaux. Donc ça, je pense que c'est quand même le meilleur des relais au niveau des territoires. Il y a les référents, les chargés de mission à l'agence. Donc moi, pour les régions que j'ai précisées, que j'ai listées en début de présentation. Pour rappel, ce PowerPoint vous sera envoyé à l'issue du coup du webinaire, donc je pense soit ce soir, soit en tout début de semaine prochaine, avec aussi une fiche de répartition des chargés de mission à l'agence par région et également un lien vers une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Donc là, j'ai vu, il y a des informations dans le chat, j'imagine qu'il y a quelques questions. Donc là, on va bientôt pouvoir prendre un temps pour échanger dessus. Y répondre. Mais si jamais vous avez durant le week-end des questions qui viennent, et dans ces cas-là, vous pourrez utiliser l'accès à la plateforme en fonction des questions. Soit vos questions seront d'ordre général et viendront alimenter une FAQ qu'on va mettre en place, soit elles appelleront plutôt une réponse individualisée. Dans ces cas-là, on reviendra vers vous en direct pour répondre à ces questions.
Je fais aussi un peu le lien avec les SALTO. Donc, c'est des centres de ressources, soit thématiques, soit régionaux. Donc, régionaux, c'est parce qu'ils sont en référence sur des bassins régionaux, donc plutôt le bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est et Caucase ou l'Europe du Sud-Est, donc plutôt les Balkans. Et ces centres de ressources, il y a aussi une plateforme qui existe et vous avez différents outils. Alors, ça peut être des livrets avec des bouclettes qui développent certaines thématiques. Ça pourrait être des petites méthodologies à appliquer facilement. Enfin, voilà, il y a différents outils à disposition. Et il y a aussi un catalogue de formation. Alors, en ce moment, tout se fait en distanciel, mais du coup, sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et en théorie, quand c'est en présentiel, l'agence finance aussi, sélectionne des participants et prend en charge les frais donc de participation. Donc, le voyage et les frais du groupe pendant la formation, donc d'hébergement et de restauration. Et là, pareil, voilà, il y a quand même une offre de formation qui est quand même assez importante. Donc, je vous invite à regarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Les formations, ce qu'il faut garder en tête, c'est voir si elles sont ouvertes à certains pays ou si elles sont ouvertes à tous les pays du programme. Donc, si c'est ouvert à tous, vous pouvez y aller. Et s'il y a certains pays mentionnés, vérifiez que la France en fait partie. Et ensuite, voir qui est l'organisateur. Cette plateforme, elle peut être utilisée par des structures associatives qui ne sont pas forcément voilà, financées par nos programmes. Donc, il faut regarder qui organise. Si c'est un centre Salto ou une agence nationale, là, vous pouvez vous inscrire et si vous êtes sélectionné, l'agence prendra en charge vos frais. Et enfin, le blog de l'agence où là, vous allez donc bientôt avoir les fiches actions et vous pouvez aussi trouver voilà, des retours d'expérience, des portraits, la valorisation de certaines activités. C'est sur cet espace-là qu'on publie aussi les résultats des appels à projets. Voilà, donc je vous invite à consulter aussi cette rubrique régulièrement. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vais donc